Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur des états de conscience assez incroyables. Oui, tout à fait. On va s'appuyer sur les infos d'une vidéo YouTube, Voyage incroyable à l'intérieur du cerveau. Mhm. L'idée, c'est un peu de décortiquer ce que ces états limitent, Hmm. rêve lucide, MI, psychédélique, méditation, ce qui nous apprennent sur la conscience elle-même, sur notre propre conscience finalement. Oui, parce que ce qui est vraiment frappant, je trouve, dans ce qui est présenté, c'est que notre état de conscience habituel, c'est juste une petite partie d'un potentiel bien plus vaste, quoi. C'est ça. Ces expériences, elles nous poussent à nous interroger sur ce qu'on croit savoir de la réalité, de l'esprit. Alors, commençons peut-être par les rêves lucides. Hmm. C'est assez connu, mais ça reste fascinant. La vidéo revient sur les travaux de Stephen Laberge, Ah oui, la berge. qui a prouvé qu'on peut être conscient qu'on rêve, et même communiquer, depuis le rêve, avec des signaux oculaires convenus. Ça paraît fou, non? C'est fou, oui. Et ce qui donne le vertige, c'est que notre cerveau, il fabrique une réalité interne, mais tellement parfaite qu'on s'y sent pleinement présent. Totalement immergé. Exactement. La vidéo fait d'ailleurs un lien avec le concept de Maya. Si le cerveau simule si bien en rêve, qu'est-ce qui nous dit que notre réalité éveillée est si solide que ça? C'est une vraie question, hein. Absolument. Il y a aussi un lien évoqué avec la méditation, je crois, avec les recherches de Jane Gackenbach. L'idée qu'entraîner son attention pourrait aider à être lucide en rêve. Intéressant. Après, les rêves, le document nous emmène vers une autre frontière, plus troublante. Les expériences de mort imminente, les EMI. Les EMI. On parle d'études scientifiques sérieuses comme celle du cardiologue Pim van Lommel. Et un truc marquant, sur ces patients en arrêt cardiaque, seuls 18% ont vécu une EMI. Oui, 18%, Et ça ne semblait pas directement lié au manque d'oxygène ou à la durée de l'arrêt. c'est ça. Et ça bouscule un peu les explications physiologiques toutes simples, quoi. La vidéo parle aussi de l'étude AWARE, de Sam Parnia. Cette tentative de trouver des preuves de vision véridique. C'est-à-dire, Des gens qui pourraient décrire des choses vues hors de leur corps pendant l'arrêt. C'est très dur à prouver, évidemment. Mais ce qui intrigue vraiment, c'est la cohérence des récits, partout, à toutes les époques, et la transformation profonde. oui, comme Eben Alexander, le neurochirurgien. Son témoignage est assez connu. Voilà, une transformation radicale après l'expérience. Ce qui amène à la question un peu folle posée dans la source RNAM. Est-ce que la conscience pourrait continuer d'exister même quand le cerveau est quasi éteint? En tout cas avec très peu d'activité mesurable. C'est la grande interrogation, oui. Bon, changeons de registre. Les psychédéliques, c'est un domaine de recherche qui explose en ce moment. Ah oui, on en entend beaucoup parler. Les travaux de Robin Carataris, cités ici, montrent des choses étonnantes dans le cerveau sous psilocybine, le fameux réseau du mode par défaut. Celui lié à l'ego, notre moi. Exactement, il se met en veille en quelque sorte, et pendant ce temps, les connexions entre différentes zones du cerveau, elles explosent. Une hyper-connexion. On imagine les expériences. Dissolution de l'ego, sentiment d'unité cosmique. La vidéo parle d'un potentiel thérapeutique d'ailleurs, pour la dépression, l'anxiété. Oui, des effets potentiellement durables. Et puis, il y a ce mystère autour de la DMT. Les études de Rick Strassman. Les rencontres avec des entités. Là, on est à la frontière, hein, complètement. Cerveau qui hallucine de façon complexe ou fenêtre sur autre chose. La question reste ouverte. Ce qui est sûr, c'est que ça reconfigure radicalement la conscience, même temporairement. Et pour finir, dernier territoire exploré, la méditation profonde. Là aussi, la science observe des changements cérébraux nets chez les experts. Judson Brewer a vu ce réseau du mode par défaut, le bavardage mental, Voilà. devenir quasi silencieux. Et Richard Davidson, lui, a mesuré des ondes gamma, associées à une activité mentale intense, mais d'une amplitude exceptionnelle chez des méditants très entraînés. Tout à fait. Et ça montre une plasticité du cerveau, une capacité à transformer volontairement notre expérience. C'est assez impressionnant. Les descriptions des méditants, interconnexion, dépassement de l'ego, ça colle avec ces mesures. Il y a une convergence intéressante soulignée dans la source entre la science et les traditions contemplatives millénaires. Le Dalai Lama, qui collabore avec des scientifiques, c'est un symbole fort de ça. Exactement. Alors, si on essaie de faire une petite synthèse de tout ça, que ce soit les rêves lucides, les MI, les psychédéliques, la méditation, tout pointe vers une conscience bien plus plastique, vaste et mystérieuse qu'on ne le pense au quotidien, non? Tout à fait. C'est comme si la science moderne commençait à dessiner les cartes de territoire que les sagesses anciennes exploraient déjà, mais avec d'autres outils, quoi.
Et s'intéresser à ces états extraordinaires, finalement, c'est aussi interroger notre propre expérience ordinaire, notre identité, notre rapport au réel. Et ça nous laisse avec une dernière question, peut-être, une pensée à emporter pour ceux qui nous écoutent. Si la conscience peut créer des mondes en rêve, sembler flotter hors du corps pendant une EMI, percevoir d'autres réalités sous psychédéliques, et être si profondément transformé par l'entraînement mental, où s'arrêtent les capacités de notre esprit? Et quelle est la vraie nature de cette réalité qu'on perçoit tous les jours? Vaste question qui ouvre des perspectives fascinantes.